Bien, bonjour à tous. Donc, Stéphane Raison, je suis le président du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque. Alors je m'excuse préalablement, je ne resterai pas très très longtemps avec vous après l'intervention puisque les fins d'année sont difficiles, fin d'année scolaire, mais bon, là, avant l'été c'est compliqué. Alors effectivement, Inocol m'a demandé d'intervenir sur nos projets de développement en matière de distribution. Alors je le fais conjointement avec nos amis de Dunkerque LNG. L'avitaillement GNL et le GNL, c'est un grand sujet pour nous. Juste quelques éléments de calendrier par rapport à ce que l'on a fait les 10 dernières années, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet. L'AMI pour le lancement du terminal méthanier, c'était fin 2006, avec le choix de confier à EDF en 2007 la réalisation du terminal méthanier de Dunkerque. Réalisation qui, sur des opérations qui pèsent plusieurs milliards d'euros, quand on ajoute les travaux qui ont été faits par GRT Gaz, ces réalisations prennent du temps. Alors, elles prennent du temps. Finalement, le temps de construction est un temps court et efficace par rapport au temps préalable de concertation, d'autorisation et de mise en œuvre. Ces opérations-là, elles ont été faites entre 2008, 2009 et 2010, puisqu'on a disposé de l'ensemble des autorisations administratives en 2010. Et puis il a fallu attendre mai 2011 pour que le président de la République de l'époque vienne à Gravelines annoncer la signature du contrat et le lancement du chantier. Je ne ferai pas de commentaires par rapport au dernier article des Échos de la semaine dernière. Vous voyez que dans le domaine économique, les choses changent très très rapidement. Ceci étant dit, le terminal méthanier de Dunkerque, ça a été pour nous, en tout cas du côté du port, tout de suite un point très très fort pour s'intéresser à la suite. Regazéifier, c'est bien, hein, on en a besoin. C'était la volonté de la Creux à l'époque, lorsque la Creux a lancé les 3 projets complémentaires de terminaux méthaniers en France avec Antifer et le Verdon, c'était trouver un approvisionnement différent et avoir un nouvel équilibre dans les approvisionnements en gaz à l'époque où M. Poutine pouvait fermer le robinet assez facilement. Et donc le seul lauréat de tout ça, ça a été Dunkerque. Mais on s'est vite dit que finalement la regazéification, c'était bien, mais il fallait qu'on s'intéresse à d'autres choses. Alors on s'y est intéressé avec les partenaires du terminal et essentiellement avec Dunkerque LNG et avec Total. D'abord sur le transbordement, puisque Total avait en même temps son grand projet de développement à Yamal, et que utiliser 14 méthaniers S-Class pour envoyer des méthaniers S-Class partout dans le monde, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Ça avait de l'intérêt pour sortir de Yamal, mais ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour aller ailleurs. Donc voilà, terminal de transbordement, on espère qu'à partir de l'année prochaine, puisque l'échéance pour Total c'est 2018, que le terminal pourra fonctionner comme un terminal de transbordement pour de l'ordre de 4 millions de tonnes à l'année. Ça a été un premier sujet. Ça explique aussi que le terminal et que Dunkerque LNG se soit intéressé à la possibilité que son appontement fonctionne dans les deux sens, qui est aussi essentiel par rapport à l'avitaillement dont je vais parler. Excusez-moi, je fais une grande digression au départ, mais je pense que c'est important de replacer ça dans le contexte. Donc on s'est intéressé au fait que le terminal puisse travailler dans les deux sens, en entrée et en sortie, et donc que l'appontement puisse effectivement aussi accueillir des plus petits navires. Et puis, deuxième sujet de développement auquel on s'est intéressé, c'est l'avitaillement terrestre et maritime. Alors ça tombait, les premières études qu'on a lancées sur le sujet, c'est 2011, juste avant que je m'en aille de Dunkerque une première fois et que j'y revienne après. Et donc les premières études qu'on a lancées avec Ernst & Young, c'était 2011-2012 pour voir sur le small scale ce qu'on était capable de faire dans le développement de nouveaux services maritimes et terrestres. Donc cette étude-là, elle a été terminée en 2012 et c'est à partir de ça qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut fournir comme nouveaux services. On savait que Zeebrugge rentrait dans ce type de développement et comme Zeebrugge nous avait volé le terminal méthanier en 1970, on était aussi content de pouvoir rattraper le retard quasiment 45 ans ou 46 ans après. Donc on a lancé ces études-là, et puis à la suite de ça, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt qui a été remporté par Dunkerque LNG, avec un partenariat avec Air Liquide, Exmar et Total. Total en fait a sponsorisé aussi
notre AMI, pour pouvoir effectivement mettre en place ce service. Je ne reviens pas, vous connaissez Dunkerque, je ne vais pas revenir sur ça, mais il y a une localisation stratégique à l'entrée de la zone CK, ça c'est clair, donc émissions de soufre réduites. On est le plus proche du détroit du Pas-de-Calais, et puis on a notre terminal méthanier qui est en service depuis janvier 2017. Et c'était ça le plus important, c'est d'avoir deux choses. D'une part, le terminal en service, et d'autre part, la permanence du gaz. Parce que au départ, quand on a lancé les études en 2011 et 2012, ce que nous disaient les opérateurs, c'était que lancer un service d'avitaillement terrestre ou maritime, c'est bien, mais si on n'est pas sûr d'avoir du gaz dans les cuves, c'est quand même un peu moins bien. Et finalement, il a fallu attendre 2016 et des annonces de Total pour avoir la certitude que le terminal serait bien rempli et qu'on aurait la permanence du gaz. Ce qui d'ailleurs a permis à Total de se positionner sur des appels d'offres type Brittany Ferries. Hein, et de commencer des discussions avec des groupes comme CMA-CGM ou d'autres dans l'avitaillement. Je rappelle que Total a la vocation à devenir, en tout cas c'est son projet stratégique, le premier opérateur de GNL mondial. Hein, pas le deuxième, le premier. Alors, notre projet, sans les détails techniques, il est relativement simple. Hein. Notre objectif, c'est bien de fournir du GNL à des navires. Vous avez tout à l'heure montré le nombre de navires en construction. Hein, sur les nouveaux ferries. C'est bien ce marché-là qu'on va chercher, nous, à capter au départ. Sachant que ce qui est compliqué en ce moment dans le domaine du shipping, c'est que, les navires ferries alignés sur le range sont des navires récents. Hein, les D-classes qui sont à Dunkerque, ils ont 15 ans, donc ils sont à demi-vie. Et faire du refit navire sur ces navires-là, ça coûte très cher. Et donc tout l'enjeu de ces armateurs, que ce soit P&O ou que ce soit DFDS pour les deux plus grands qui sont sur la façade, ça va être de trouver des cofinancements potentiels pour payer le refit navire. Hein, sinon, ils ne feront pas, parce que l'écart de prix aujourd'hui entre GNL et Gazole Marine n'est pas suffisant pour qu'on puisse passer à des navires au GNL. Donc premier service, ça va être effectivement de développer ça, je vais vous le présenter après, et puis après de rentrer sur un navire souteur. Donc le projet de Dunkerque, c'est bien pour ce qui est du nord de la France et du sud de l'Angleterre, parce que la partie après sera captée plutôt soit par les ports de la Baltique, soit par Zeebrugge, c'est vraiment de rentrer en pleine concurrence sur ce marché-là. Les ferries, on a en liaison d'ailleurs avec l'AFG et avec la nouvelle plateforme GNL nationale, dont on a été le seul port promoteur en France, parce que c'était ça aussi, avec tous les partenaires, Total, Engie, Dunkerque LNG, Gaz Natural, etc. On a évaluer les perspectives de développement sur des volumes qui peuvent paraître relativement limités, mais qui, à mon avis, sont sous-estimés par rapport à l'usage terrestre. Là, on est vraiment dans l'usage maritime au départ, et je pense qu'effectivement, ça mettra du temps. Maintenant, plus le niveau de contrainte environnementale va augmenter, plus ce tonnage-là va lui aussi augmenter. Et donc, tout ça mis bout à bout, on commence par quoi ? On commence simplement par... alors je reviendrai là-dessus, mais je vais juste vous montrer par quoi on commence. On commence par, et la convention sera signée la semaine prochaine, donc on commence par cette station terrestre qui va en fait être adjointe au niveau de la cuve sud du terminal méthanier. Donc il y aura 3 îlots de chargement camion, donc elle est à l'intérieur des installations du terminal méthanier et elle est connectée ici. Donc on aura, et ça normalement à la mi-2018, un service complet d'avitaillement terrestre qui permettra de soutirer du GNL, de le mettre dans des camions et d'aller alimenter des opérateurs qui ont besoin de GNL dans le cadre de leurs activités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce dont j'ai parlé, c'est effectivement les modifications du système d'amarrage pour navires, parce que là, on a un appontement qui est fait pour des navires qui vont aller de 100 000 m3 à 265 000 m3. Donc, il faut retravailler sur les systèmes d'amarrage pour avoir des petits navires qui puissent s'intercaler entre les gros méthaniers qui viennent de façon échelonnée, en fonction des slots qui sont réservés. Et alors il y a un troisième SAT qui n'est pas présenté ici, c'est la possibilité de créer un appontement dédié pour le navire souteur qui lui sera alimenté directement.
Donc on n'en est pas encore à ce stade-là, mais l'idée c'est vraiment donc l'adaptation des bras et puis tout l'équipement industriel, sachant que Dunkerque LNG va faire fonctionner son terminal dans les deux sens, avec la possibilité de renvoyer du GNL vers l'appontement, alors qu'en théorie, sur un terminal de regazéification, on est dans du déchargement et du stockage à l'intérieur des cuves. Voilà, alors ça ce sont les principes techniques. Donc on fait un investissement conjoint avec Dunkerque LNG de 6 millions, un peu plus de 6 millions d'euros. Et donc commande en cours, démarrage, donc modification de l'arrêté d'exploiter là en cours, quasiment signé, et puis démarrage des travaux l'année prochaine, puisqu'il y a pas mal de commandes qui prennent du temps, notamment au niveau des équipements. Est-ce que j'ai tout dit? Donc la plateforme, j'en refais la publicité, la plateforme GNL, elle est là pour justement appuyer l'ensemble des opérateurs pour le développement du GNL marin, hein, mais aussi on reviendra sur la partie terrestre indirectement. L'objectif pour nous, c'est favoriser le développement du GNL comme carburant routier. Alors pourquoi on fait ça? Parce que compte tenu des épisodes de canicule, de pollution, etc., je pense que l'ensemble des administrés d'un territoire ne supporteront encore pas très longtemps d'avoir régulièrement des taux complètement dépassés. Alors je ne veux pas faire de mauvais parallèles avec ce qui se passe en Chine, hein. On va régulièrement en Chine, mais quand vous êtes à Tianjin et que vous avez des indicateurs pollution qui sont à 380, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, à Paris on ne dépasse jamais les 100, hein, 380, donc c'est le fog anglais du 19e siècle. Je pense que les gens vont commencer vraiment à se poser des questions sur le système de transport. Et donc plus on aura fait des efforts et plus les opérateurs de transport routier auront fait ces efforts-là pour s'afficher comme transporteurs propres, et que ça aussi, ça leur rapporte de l'argent, parce que l'idée, c'est pas de faire quelque chose qui renchérisse le coût. Hein, l'idée, c'est que le chargeur fasse aussi des gains économiques. Et donc, nous, on pousse ça parce que ça nous paraît intéressant pour le système routier régional, Hauts-de-France et même Nord-France en général. On veut effectivement faciliter la transition énergétique des armateurs. Maintenant, quand vous interrogez un armateur comme CMA-CGM, lui, le responsable de flotte chez CMA-CGM, il vous dit qui m'aide à faire le refit navire. Hein, ça coûte entre 15 et 20 millions par navire, quel que soit le navire. Et on n'a pas de station forcément d'avitaillement GNL dans tous les ports du monde. Donc ça veut dire que c'est aussi un élément de sélection dans les grands ports de demain. C'est-à-dire que si vous avez celui qui a 18 mètres de tirant d'eau, celui qui l'a pas, et celui qui a la station d'avitaillement GNL et celui qui l'a pas, ça change un peu les choses par rapport à l'attractivité du port sur le long terme. Donc ça, c'est un service dont on a besoin, comme la réparation navale, comme d'autres services, hein, récupération de déchets, etc. Le service, la fluidité, ce sont les deux éléments. Aujourd'hui, on ne parle plus d'infrastructure, même si nous, on va lancer un nouveau débat public pour créer des nouvelles infrastructures qu'on n'a pas. Mais dans les plus grands ports du monde, il n'y a plus de problème d'infra. Et donc, le débat s'est reporté sur les services. On peut envisager d'avoir le même type de débat autour des canaux, hein, demain Seine-Nord. Est-ce que ce service-là, il est aussi disponible pour les canaux et aussi pour les industriels, puisqu'il y a beaucoup d'industriels qui ne sont pas raccordés au réseau de gaz et qui, eux, pourraient être intéressés pour faire du small scale et récupérer du GNL pour leurs activités. Et voilà. J'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais vous présenter. Donc, en conclusion et en synthèse, on termine là, aujourd'hui, et ça sera terminé mi-2018, la mise en place de notre complexe complet. Hein, terminal, station d'avitaillement première phase, et possibilité de transborder, et possibilité de réalimenter des navires. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, effectivement, le pas supplémentaire, c'est comment on utilise ça pour les premiers qui auront décidé de changer leur propulsion de navire, et pour les transporteurs qui auront décidé, et je pense que c'est un choix sage sur le long terme, qui auront décidé de mettre en place ça dans leur compagnie. Je vous remercie.